m'arrête là, Madame Vincent, parce que vous avez publié beaucoup de choses. Et donc, je m'arrête là et je vous donne la parole, Madame Vincent. À vous. C'est un plaisir de vous écouter. À vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, c'est un honneur de voir tant de gens qui s'intéressent au Québec. Et je remercie Mme Ferraro et j'appuie vraiment sa demande qu'on essaie de sauver l'AIEQ, l'Association internationale des études québécoises, qui est un organisme qui, avec très peu de moyens, fait rayonner le Québec. Et votre présence en est une très bonne preuve. Et j'ajouterais que c'est un gouvernement en fin de mandat qui décide de fermer cet organisme qui aura 30 ans, soyons optimistes, qui aura 30 ans en 2027. Donc, je pense que toutes nos voix unies peuvent démontrer que cet organisme est important. Alors, merci d'avance. Alors voilà, donc je vais vous présenter le Québec. C'est vraiment une introduction aux Français du Québec. J'ai préparé un PowerPoint, donc je vais le partager en espérant que tout ira bien. Le voilà. Donc, ça va, vous le voyez bien? Oui. Oui, madame, c'est bon. Oui, on voit bien. Alors, voilà, on voit alors bien. je commence. Si vous voulez m'interrompre pendant que je parle, je vous verrai peut-être pas, alors prenez la parole, sinon je répondrai aux questions après. Alors, je pense que c'est important pour parler du Québec de commencer par le situer. Oups. Ça ne marche pas. Je n'arrive pas à le faire avancer. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Attendez. Il y a un problème. Mais là, sans mon PowerPoint, je vais être bien malheureuse. Alors, je fais une deuxième tentative. OK. Bon, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à déplacer les images, donc je suis désolée, je vais le laisser comme ça. Vous allez voir sur le côté les images qui s'en viennent, mais ça me permet d'y toucher. Donc, je vous présente d'abord le Québec, son territoire, et je vous informe ou vous rappelle que le Québec est le seul État d'Amérique du Nord qui a le français comme seule langue officielle. Donc, on est dans une Amérique du Nord très, très francophone, avec très, très anglophone, avec un gros voisin américain, mais tout le Canada, le reste du Canada qui parle anglais. Donc, on est vraiment une bulle de francophonie au nord du continent nord-américain. Alors, pour la population, j'ai comparé avec vous et avec la France, parce que quand on parle du Québec, il faut toujours qu'on fasse des liens avec la France. Donc, nous ne sommes que 9 millions au Québec, 84% de francophones, et j'ai aussi mis la densité de la répartition des habitants sur le territoire pour souligner le fait que nous avons un immense territoire pour une petite population. Bon, la majorité du territoire, c'est le Grand Nord et il y a peu de gens qui y habitent, mais on a quand même un rapport à l'espace qui est très différent. Désolé Oui. d'interrompre, Nadine. On voit toujours la première diapo avec le titre. C'est vrai? Au moins. Ben là, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer autre chose. Là, c'est bon. Oui, vous là, voyez? on voit. Oui, voilà, c'est Formidable. ça, oui, on Bon, est bien alors, maintenant. voilà le Québec dans l'Amérique du Nord, dans les Amériques. La population, donc je vous disais que j'avais indiqué pour chacun d'entre nous, mais aussi pour la France, la population et la densité de population, ce qui vous donne une idée d'une des caractéristiques importantes du Québec. Là, on est vraiment peu nombreux sur un très vaste territoire. Alors, il y a 3 périodes importantes de l'histoire du Québec. Je vais passer très brièvement sur les 2 premières pour évidemment m'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, d'abord, le régime français. Les Français ont peuplé le territoire. Je ne peux pas dire qu'ils l'ont conquis. Il y avait des Autochtones. Ils sont arrivés, ils se sont ajoutés aux Autochtones, mais il n'y a jamais eu de guerre entre les Français et les Autochtones, donc il n'y a pas eu
de conquête du territoire. Par la suite, les Anglais sont arrivés. Eux ont conquis le territoire. Ils l'ont repris aux Français. Et après, le Canada est devenu un pays plus ou moins autonome, puisqu'on est toujours une monarchie constitutionnelle et que notre chef d'État est officiellement Charles III, mais bon, je n'entrerai pas dans ces détails-là. Alors, 1534, c'est l'arrivée de Jacques Cartier sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'arrivée des Français, il y avait environ 25 000 autochtones sur le territoire. Donc, comme je vous disais, on n'est pas ici dans une relation de conquérant à vaincu. Il n'y a pas eu de guerre. Ce sont quelques visiteurs qui sont arrivés, qui se sont installés, qui se sont incrustés, qui se sont multipliés et qui se sont déclarés chez eux. Et à la fin du régime français, les Autochtones représentaient environ 10% de la population. Ça s'est fait très, très lentement. Donc, quand Jacques Cartier est arrivé, il a pris possession du territoire au nom du roi de France, mais il ne faisait que du commerce et faisait des allers-retours avec la France. C'est quand Samuel de Champlain est arrivé au début du 17e siècle que là, les gens se sont installés. Mais au début, quand ils sont arrivés, ils n'étaient que 28. Et à la fin du premier hiver, il n'en restait plus que 8. Donc, quand on parle de l'hiver québécois ou de l'hiver canadien, c'est du sérieux. Quand on n'est pas préparé, ça peut être difficile. Donc, c'était quelques personnes qui sont arrivées au départ. En 1927, donc en 1627, pardon, presque 20 ans plus tard, il n'y avait que 60 habitants à Québec. Et en 41, 240, donc ça a été très, très lent. Pendant ce temps, l'Angleterre découvrait et occupait le territoire qui est aujourd'hui celui des États-Unis, et ils étaient déjà 3000 à ce moment-là. Donc, on voit que l'Angleterre a investi beaucoup plus d'énergie humaine, beaucoup plus de ressources humaines pour peupler les Amériques que la France. Donc, je vous disais, quand on est arrivé, il y avait des Autochtones. Il y a aujourd'hui 11 nations autochtones au Québec. Ce sont 11 nations distinctes qui ont chacune leur langue et leur grammaire et leur culture. Donc, on cohabite avec 11 autres nations sur le territoire. Ce qui fait qu'on a emprunté des mots à ces nations autochtones et c'est une des caractéristiques du français québécois. Il contient des mots d'origine autochtone. Donc, je vous ai donné quelques exemples, babiche, wananiche. Donc, babiche, c'est des lanières de cuir. Wananiche, c'est un poisson. Wawaron, c'est une grosse grenouille. Inutchuk, c'est un amas de pierre pour qui sert de repère sur le territoire. Et donc, avec ces 4 mots-là, on a des emprunts au Micmac, à l'Innu, au Wendat et à l'Inuktitut. Donc, ce ne sont que 4 exemples. Et il faut faire la différence entre les mots autochtones que vous connaissez, qui font partie du français commun. Par exemple, le mot tipi, mocassin, wapiti ou parka. Ces mots-là sont des mots qui sont empruntés aux nations états-uniennes, aux nations autochtones des États-Unis, et qui sont passés par la France avant d'arriver au Québec, ou en fait, qui sont arrivés au Québec avec les autres mots de la langue française, alors que ceux de gauche, ce sont des mots propres au Québec, parce qu'ils sont pas très connus dans le reste de la francophonie. Donc, ce rapport aux Autochtones et aux langues autochtones est important. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est au moment du peuplement de ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-France, donc qui est devenu le Québec, quelle langue est-ce qu'on parlait en France? Donc, quelle langue nous a été transmise par les Français qui sont arrivés? Ben, au moment du peuplement, ce sont les patois qui sont dominants en France, et on parle surtout français à Paris, en Île-de-France, et évidemment, dans toutes les régions, c'est la langue de communication, mais ce n'est pas la langue du peuple. Donc, quelle langue est-ce qu'on parle au Québec quand les marins et les colons et les militaires arrivent? On parle surtout la langue. On a été peuplé, nous, beaucoup par des colons et des soldats qui sont venus du nord-ouest. Et donc, c'est beaucoup dans la langue familière ou dans la langue propre au Québec, on a beaucoup
d'emprunt normand et breton. Mais c'est le français qui est la langue commune de tous ces gens qui arrivent. C'est la langue de l'autorité, de l'administration, de la religion. C'est la langue maternelle des natifs. Donc, les mères qui vont finir par... les femmes qui vont finir par arriver viennent beaucoup d'un orphelinat qui s'appelle la Salpêtrière à Paris et donc parlent français. Donc, la langue maternelle qui va être transmise est le français. Les patois sont pas toujours intercompréhensibles. Il y a beaucoup plus de mariages mixtes, donc de mariages entre différentes régions qu'en France. Et la population qui arrive en Nouvelle-France est plus bilingue que les Français de l'époque. Donc, ils parlent à la fois leur patois, langue maternelle, et le français. Donc, tous ces gens arrivent sur un même territoire, venant de la France où on parle plusieurs langues. Donc, le français va unifier le territoire québécois dès la fin du 17e siècle, alors qu'il n'est pas encore la langue obligatoire et commune en France. Donc, c'est au Québec que, j'aime bien dire que c'est au Québec que le français est devenu la langue commune en premier. C'est pas parce que c'était une course et qu'on l'a gagné, c'est que ça explique beaucoup des distinctions qu'on a avec le français, notamment le français de France. Donc, à la fin du régime français, on a des traces de gens qui sont venus en France et qui nous parlent du français parlé chez nous. Et on nous dit, on peut envoyer un opéra au Canada, il sera chanté à Québec note pour note sur le même ton qu'à Paris. Mais on ne saurait envoyer une phrase de conversation à Montpellier ou à Bordeaux et faire qu'elle soit prononcée syllabe pour syllabe comme à la cour. Donc, nous, on parle la langue de l'Ancien Régime, on parle la langue de la cour. Oh, je vous ai encore perdu. Attendez. Bon, excusez-moi, j'ai compris ce qui ne marchait pas. C'est quand j'essaie de vous déplacer parce que vous occupez une partie de l'écran malgré tout, que tout arrête. Donc, je ne ferai plus cette bêtise. Oui. Non, ça va, pas de problème, pas de problème. On va finir par y arriver. La technique a ses caprices. Bon. Donc, okay. Voilà. Là, il y a un bout de texte que je vois pas, en fait, c'est ça qui m'embête. Les dames canadiennes, celles de Montréal surtout, sont très portées à souligner, j'imagine, les fautes des langues des étrangers. Les belles dames du Canada ne peuvent entendre aucun barbarisme ou expression inusitée sans rire. Donc, nous étions les porteurs de la norme et nous allions bien rire des erreurs des autres à l'époque. Heureusement, on a changé. Et le marquis de Montcalm, j'ai remarqué que les paysans canadiens parlent très bien le français. Donc, ça, c'était à la fin du régime français. Puis arrive la guerre de la conquête, qu'on a appelée, que les Anglais ont appelée French and Indian War, parce que nous étions beaucoup alliés avec les Autochtones. Et donc, c'était une guerre contre la population française et les Autochtones. Bon, il y avait des Autochtones du côté des Anglais aussi, qui a correspondu à peu près à la guerre de 7 ans en Europe. Et donc, après quelques défaites, donc sur les plaines d'Abraham à Québec, c'est une défaite historique et c'est encore un parc national important si vous venez à Québec un jour. 1760, capitulation de Montréal. Et en 1763, avec le traité de Paris, la France cède la Nouvelle-France à la couronne britannique. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, nous n'avons plus de contact avec la France pendant environ un siècle. Donc, pour la langue, ça va avoir une influence importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, la conquête? Ça veut dire que l'élite de la communauté française rentre en France, notamment les administrateurs, les officiers, les militaires et plus de 300 familles. Donc, il ne reste ici qu'environ 65 000 personnes, surtout des agriculteurs. 50 000 personnes vivent de l'agriculture. Donc, la population va devenir illettrée. Et comme je vous disais, Londres interdit les relations avec la France. Donc, cette petite population est repliée sur elle-même pendant environ un siècle. Alors, quand les Européens reviennent ou viennent un par un faire des visites, ils sont très étonnés de notre langue.
Et voici quelques commentaires. Le langage des Canadiens de ces endroits est un français passable avec beaucoup de locutions de soldats. Il parle un vieux français peu élégant. Donc, on voit que c'est assez différent des commentaires de quelques décennies plus tôt. La classe ouvrière des villes a adopté un bon nombre de termes anglais, elle paraît avoir oublié les équivalents français. Et l'esprit canadien est resté français, seulement on est frappé de la forme du langage qui semble arriéré d'une centaine d'années. Donc, quand je vous disais cette bulle, c'est comme si on avait mis une cloche de verre sur le Québec pendant un siècle. On sent les Européens qui viennent sentent bien que on parle d'un ancien français, un français qui n'a plus cours en France à cette époque-là. Bon. Par ailleurs, à partir de 1841, les Canadiens français vont devenir minoritaires pour la première fois sur le territoire. Donc, au départ, ils étaient très, très majoritaires. Même à l'arrivée des Anglais à la conquête, c'était majoritairement des francophones sur le territoire. Mais à un certain moment, les Anglais vont se dire, si on veut assimiler cette population française, il faut envoyer plus d'Anglais sur le territoire. Et donc, on devient minoritaire à partir de 1841. Et nous sommes de plus en plus minoritaires. Le dernier recensement date de 2021. On constituait 21% de la population canadienne. En 2026, on est en ce moment en période de recensement. Donc, on va voir ce que donnent les chiffres. Mais de fois en fois, on voit bien que notre proportion dans le Canada diminue. Et donc, c'est depuis 1841 qu'on voit cette courbe descendante qui se confirme de fois en fois. Bon, alors, grande différence entre le français de France et le français du Québec. Qu'est-ce qui explique ça? Donc, je vous ai dit qu'on avait été coupé de la France pendant environ un siècle. En 1855, il y a reprise de contact parce que la France envoie un navire, la Capricieuse, au Québec, mais c'est pour établir des relations commerciales avec le conquérant anglais. Donc, c'est pas forcément plus que ça, mais c'est la reprise de contact. Et là, on se rend compte qu'on ne parle plus, on parle encore la même langue, mais on remarque les grandes différences entre le français du Québec et le français de France. Alors, comment ça s'explique? Bon, je vous dis depuis tout à l'heure, on a été coupé de la France, on a été replié sur nous-mêmes pendant un siècle. Le français ici, c'est beaucoup transmis par tradition orale. Donc, les gens allaient peu à l'école. L'anglais est devenu la langue du commerce, des affaires. Et donc, le français évolue peu. On voit les anglicismes qui se multiplient. Pendant ce temps-là, en France, il y a un petit événement qui s'appelle la Révolution française et qui change beaucoup de choses, qui change notamment le modèle linguistique. Et donc, la bourgeoisie remplace l'aristocratie. La langue écrite va prendre de l'importance et l'enseignement primaire va devenir obligatoire seulement en 1882. C'est vraiment des histoires parallèles qui expliquent des changements. Bon, il y a aussi, évidemment, il y a une histoire culturelle, une histoire géographique qui est différente. On n'est pas en contact avec les mêmes peuples. Mais la Révolution française et le changement de modèle linguistique en France expliquent beaucoup des différences aussi. Donc nous, on est resté immobilisés dans une langue pendant un siècle. Pendant ce temps-là, la France a complètement changé. Alors, c'est avec la reprise du contact avec la France se posent beaucoup de questions. Est-ce que les Québécois parlent encore français? Est-ce que c'est encore une vraie langue française? Est-ce que ça vaut la peine de s'accrocher à cette langue qui n'est plus celle parlée à Paris? Et comme tout bon colonisateur, les Anglais vont essayer de nous convaincre qu'il faut qu'on passe à l'anglais parce que notre langue ne nous permet plus de communiquer avec les autres francophones. Donc, c'est beaucoup entre 1860 et 1910 qu'on va parler du French Canadian patois. Et donc, c'est une façon de dévaloriser la langue. Et ça va créer un grand sentiment d'insécurité linguistique chez les Québécois. Donc, les Québécois ne se sentiront plus la légitimité de parler français et on va voir une multiplication de dictionnaires correctifs apparaître à ce moment-là pour essayer d'expliquer aux Québécois
ce qu'ils ont perdu ou le rattrapage qu'ils ont à faire par rapport à la France. Bon, donc comme je vous disais, et cette question, moi quand j'ai commencé à étudier en linguistique à la fin des années 80, on parlait encore beaucoup de l'insécurité linguistique des Québécois. J'ai vu la progression et je pense qu'elle a beaucoup diminué et que notamment la création de beaucoup d'outils de description, de dictionnaires, entre autres, ou de dictionnaires de difficultés aussi, font que les Québécois sont plus fiers de leur langue et sont plus prêts à accepter les différences et les particularités du français au Québec. Mais ça a été longtemps une question très, très sensible au Québec. Bon, et comme je vous disais, c'est classique chez les colonisateurs d'essayer de dévaloriser les gens qu'ils conquièrent pour essayer de les assimiler de façon légitime, de façon volontaire, ce qui n'est pas toujours facile. Bon, donc, je vous disais, on a eu régime français, régime anglais, on arrive au Canada. Donc, le Canada qui a été créé par une loi au Parlement de Londres. Et à partir du moment où le Canada est créé, les anglophones se disent, ça y est, c'est réglé avec les francophones, on devient un grand pays anglophone. Et donc, chacune des provinces vote des lois pour assimiler les quelques francophones qui restent. Donc, je vous présente quelques autres provinces du Canada. En 1864, la Nouvelle-Écosse adopte une loi qui fait de l'anglais la seule langue d'enseignement. En 71, au Nouveau-Brunswick, encore une autre province des Maritimes, qui adopte la loi sur l'école commune, qui interdit l'enseignement et le catéchisme dans les écoles publiques. Donc, ou bien vous payez pour envoyer vos enfants dans une école catholique et française, ou bien vous allez à l'école publique qui est anglaise, qui est anglophone, et les francophones du Nouveau-Brunswick est une population très pauvre, donc ne peuvent pas se permettre de payer pour envoyer leurs enfants à l'école. L'île du Prince-Édouard interdit les écoles françaises. Le Manitoba, qui était une province anglaise, mais qui va bilingue, pardon, même très francophone, va elle aussi recevoir beaucoup d'immigration anglophone pour rééquilibrer, pour que la province devienne majoritairement anglophone. Et là, on interdit seul l'anglais, en fait, est autorisé pour les archives, les procès-verbaux, donc tout l'aspect juridique. Et en 1912, loi très importante en Ontario. L'Ontario est la plus grande province du Canada et celle qui compte le plus de francophones après le Québec. Et en 1912, on adopte le règlement 17 qui limite aux 2 premières années du primaire l'enseignement du français. Donc, comme les enfants de langue maternelle française arrivent à l'école, on les laisse parler français en première et deuxième année, et après c'est interdit, et ils sont obligés de passer à l'anglais. Bon, il y a eu de grandes résistances chez les Franco-Ontariens et les enseignantes enseignaient le français en cachette, et quand des inspecteurs arrivaient, tout le monde cachait ses livres en français. Donc, aujourd'hui, évidemment, ces règlements n'existent plus, mais il y a eu ces grandes volontés d'angliciser le Canada et donc d'assimiler les francophones. Bon, autre question, autre phénomène qui s'est passé à ce moment-là, l'urbanisation des Québécois. Donc, je vous ai dit que à la fin du régime français, c'était beaucoup des agriculteurs, mais à un certain moment, les terres agricoles ne suffisaient plus à faire vivre tout le monde. Donc, beaucoup de jeunes s'en allaient vers les villes pour se trouver du travail, mais en s'en allant vers les villes, ils s'anglicisaient. Donc, les ruraux français deviennent en grand nombre des prolétaires, donc employés dans des usines qui appartiennent à des Anglais où tout se passe en anglais. Et donc, on voit une grande anglicisation dans les villes à ce moment-là. Et ce sont les femmes qui ne travaillent pas, qui s'occupent des enfants, qui maintiennent la langue française et continuent à transmettre cette langue maternelle. Bon, là, je passe quelques années là, pour qu'on arrive enfin aujourd'hui. C'est à partir de 1960 que là, les études sur la langue vont nous permettre de comprendre que l'évolution d'une langue est liée au destin de ceux qui la parlent. Et donc, c'est pas parce qu'on parle une langue moins valorisée qu'on est une sous-population,
c'est parce qu'on est maltraité que notre langue est moins valorisée. Et donc, la question linguistique au Québec va arrêter d'être une question de langue pour devenir une question économique et politique. Jean-Claude Corbeil, que vous voyez ici, a beaucoup fait pour la notion d'aménagement linguistique. Et donc, à ce moment-là, on va se mettre à voter des lois. Et cette question de la langue est toujours liée au Québec à une question identitaire. Donc, si je résume, quand on est arrivé, disons que c'est les Français qui sont arrivés, et les gens qui ont décidé, les Français qui ont décidé de rester sur le territoire et qui après ont fait des enfants se sont appelés les Canadiens. Donc, les Canadiens, ce sont les habitants du Canada qui, à l'époque, n'étaient que français. Quand les Anglais arrivent, pour se distinguer, donc les Canadiens de l'époque, quand les Français arrivent, pour se distinguer, quand les Anglais arrivent, les Canadiens s'appellent les Canadiens français pour se distinguer des Canadiens anglais. Et à partir de 1960, on va se nommer les Québécois. Et donc, selon l'époque des textes que vous lisez, quand vous lisez canadien, on peut peut-être parler seulement des francophones. Aujourd'hui, on dit québécois. Maintenant, on a même tendance à dire québécois francophones pour se distinguer des Québécois anglophones. Donc, c'est une identité qui est en constante évolution, mais qui est toujours intimement liée à la langue. Alors, je vous disais, naissance de l'aménagement linguistique. À partir de 1969, on va voter des lois linguistiques. D'abord, loi pour promouvoir la langue française, donc pour lui redonner un peu de lustre, mais ce n'est pas suffisant. Donc, à partir de 1974, le français devient la seule langue officielle au Québec. En 77, on vote la charte de la langue française, qui est la loi la plus importante, qui s'appelait la loi 101, le projet de loi 101, et qui est encore connue sous ce nom-là aujourd'hui. En 2022, ce sont des petits ajustements à la charte qui sont faits. Pourquoi est-ce que la charte est importante? Parce que une charte, c'est la loi des lois, donc elle est au-dessus des autres lois. On a la charte des droits de la personne et on a la charte de la langue française. Donc, toutes les autres lois doivent répondre aux impératifs de la charte de la langue française. Bon, là, pour vous, c'est évidemment pas clair, mais je l'ai indiqué, la première loi est sous un gouvernement unioniste, la deuxième sous un gouvernement libéral, la troisième sous un gouvernement péquiste et la dernière sous un gouvernement caquiste. Pourquoi est-ce que je le précise? C'est pour dire que quelle que soit votre allégeance politique, vous défendez la langue française au Québec. Il n'y a aucun parti politique au Québec qui prône l'assimilation du français à l'anglais, et pourtant, ça nous économiserait des millions, des milliards en traduction, et ça simplifierait beaucoup notre vie en Amérique du Nord, mais c'est tellement lié à notre identité que tous les partis défendent le français. Et vous voyez, ce matin encore, il y avait les nouvelles. On parle de langue constamment, nous, dans l'actualité. Et ce matin encore, il y a un gouvernement, il y a un chef de parti qui s'est trompé en disant qu'il y avait 2 langues officielles au Québec. Tous les autres, c'est un libéral, tous les autres lui reprochent de ne pas défendre suffisamment le français. Donc, c'est un débat constant. Et la situation du français ne sera jamais protégée. Hocam. Hocam geliyor mu sesim? Hocam bu Kanada ile olan etkinlik var diyor, o devam ediyor da. Hı. Diğeri hocam yarın almışlar, programı gene değiştirmişler. Ya bir dünya adamı çıkarmışlar, etmişler, bir şeyler eklemişler hocam. Ya öyle yazmıyordu, ben sizin yerinize yani şey yapacağım hocam dediğiniz gibi. Tamam hocam. Yarın halledeceğim, ben haber veririm size hocam yine. Yok tamam hocam, sıkıntı yok. Ben kaydettim takvime zaten. Yarın 3'te galiba hocam. 3.45 mi? 3 mü, öyle bir şey. Tamam hocam, tamam. Tamam hocam. Siz gittiniz mi hocam Isparta'ya? Evet. Anladım hocam. Tamam hocam.
Tamam hocam. Sağ olun. Görüşürüz hocam. Ouais, mais le magasin qui s'appelle Staples en Amérique a décidé de changer son nom au complet au Québec et s'appelle Bureau en gros Québec. Donc, je vous ai mis la devanture de magasin, article de bureau, batterie d'entrepôt. Annen orada, annen Il a tout francisé parce que nous, maintenant, quand on va chez Bureau en gros, on n'a pas l'impression d'entrer dans un magasin américain. Tout est en français, on a l'impression d'être chez nous. Donc, commercialement, le fait qu'il y ait des lois qui imposent certaines choses, commercialement, il y a des gens qui voient leur intérêt aussi de franciser. Par exemple, chez nous, on n'a pas le KFC, on a le PFK, donc le poulet frit Kentucky. Tout est francisé et quand on va en France, on comprend pas les buckets, les fun buckets, les on wings et tous les tenders, et je sais pas quoi. On s'y retrouve pas. Nous sommes des Nord-Américains. Alors malheureusement, c'est pas meilleur hein, le PFK chez nous. Il est aussi mauvais qu'ailleurs. Mais il y en a à tous les coins de rue. On est en Amérique du Nord. Mais il est en français. Alors on se rend pas trop compte, encore une fois, de cette américanité qui nous habite. Mais quand on arrive en France et qu'on voit tout en anglais, là, on voit bien qu'il y a une différence importante. Amnesty International, j'ai pris un rapport italien. Vous l'avez tous gardé en anglais, je ne sais pas pourquoi. Nous, on l'a francisé, donc on parle d'Amnesty International en français. Alors, des effets collatéraux, et je vous dis des effets collatéraux parce que ce n'est pas imposé par la loi, mais c'est demandé par la population et donc, quand on veut faire des affaires, on s'adapte. Par exemple, les films Fast and Furious, chez nous, sont rapides et dangereux. Donc, on a les deux, puisqu'on a des cinémas anglophones aussi, mais les titres de films américains sont traduits, Guerre civile, par exemple, ou Histoire de jouets. Alors, le reste de la planète parle peut-être de Toy Story, et entre nous, à l'oral, on parle de Toy Story aussi, mais pour les affiches, pour la publicité, pour tout ça, on parle d'histoire de jouets. Ce qu'on trouve très, très drôle, c'est que les Français, bon, je vous donne l'exemple, c'est un exemple classique chez nous, de Hangover Part 3. Donc, un film américain. Au Québec, on l'a traduit par Lendemain de veille, 3. Et en Europe francophone, parce qu'il n'y a pas un Français qui est capable de dire Hangover, ils l'ont traduit par Very Bad Trip. Alors bon, je comprends que pour eux, c'est important que ça reste anglais parce que c'est un film américain, mais chez nous, ça serait impossible et on le traduit. Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, le cheesecake, ben chez nous, c'est du gâteau au fromage, c'est pas du cheesecake parce que c'est pas un gâteau exotique. On en fait à la maison et donc on l'a traduit. Donc, il y a plein de choses comme ça qui, chez nous, sont naturellement français, même si nous sommes en Amérique du Nord. Autre cas classique, The Voice, la plus belle voix en France, ben chez nous, ça s'appelle La Voix. Et jamais on n'aurait pensé à appeler ça The Voice parce qu'on aurait eu l'impression d'une émission en anglais. Et c'est intéressant parce que les pays hispanophones aussi l'ont tous mis en espagnol. Et je suis allé me promener chez vous et j'ai vu que les Roumains et les Turcs le mettent dans leur langue maternelle. Mais les Italiens ont tout mis en anglais, alors je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, j'imagine que les gens peuvent chanter en italien dans ce concours. Donc là, on voit des rapports très différents à l'anglais selon les différents pays et les différents peuples. Bon, alors, je ne sais pas si ça va encore. Je résume cette partie sur les anglicismes en vous disant ce que vous aviez très bien compris, qu'on a un rapport différent avec face aux anglicismes par rapport à la France. Je vous donne l'exemple de babysitter. Babysitter, chez nous, c'est un mot qui n'existe pas, qui est critiqué. Et donc, dans notre dictionnaire, on dit que nous, on dit gardien, gardienne d'enfant. Et donc, que ce mot est critiqué au Québec, mais on précise qu'il n'est pas critiqué en France. Alors, pour résumer cette question de l'anglais, on peut considérer que le Québec a 3 rapports distincts à l'anglais. D'abord, le rapport historique. L'anglais est la langue du conquérant.
Donc, et a longtemps été la langue de l'argent des patrons et tout. Donc, c'est un rapport hiérarchique de domination. Le rapport géodémographique, comme je vous ai déjà parlé, on est entouré de plus de 370 millions d'anglophones. Et contrairement à l'Europe, il n'y a pas plusieurs langues qui cohabitent. Nous, c'est le français ou l'anglais. Et là, il y a quelques hispanophones qui viennent nous voir un peu, mais c'est tout. Donc, on est vraiment dans... Quand on dit que quelqu'un est bilingue chez nous, c'est est-ce qu'il parle français et anglais? Il n'y a pas d'autres options attendues. Donc, ce rapport-là est très, très important. Et évidemment, comme le reste de la planète, on a aussi le rapport culturel on est aussi touché par le rouleau compresseur de la culture américaine, états-unienne, et avec un mélange de fascination et de résistance parce que autant on consomme beaucoup de culture en anglais chez nous, surtout les jeunes générations, autant on est conscient du risque que représente l'assimilation à l'anglais. Alors, je vais terminer avec quelques autres particularités très rapidement du français québécois. Je ne peux pas passer sous silence la féminisation des titres. On est des précurseurs dans la francophonie. Donc, en 76, une femme se fait élire députée, devient ministre et demande qu'on l'appelle Madame la ministre plutôt que Madame le ministre. Ça n'a causé aucun débat chez nous. Et dès 1979, l'Office de la langue française, qui est l'organisme qui s'occupe de la langue au gouvernement du Québec, qui s'appelle aujourd'hui l'Office québécois de la langue française, publie un avis sur la féminisation des titres. Donc, c'est passé très facilement. En France, ça a été beaucoup plus compliqué. Et ce n'est qu'en 2019, donc 43 ans plus tard, que l'Académie française, et là vous voyez le titre du monde, se résout à la féminisation des titres. Donc, ils ont résisté autant qu'ils ont pu, mais là, même l'Académie française admet qu'il faut féminiser les titres. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un mot comme ministre, dont je vous donnais l'exemple, est dans le Petit Robert, d'abord seulement au masculin, devient au féminin en 96. On nous dit que la francisation est moderne, alors que chez nous, ça fait déjà 20 ans que c'est réglé. Et encore en 2026, on peut dire Madame le ministre en France. Ben, ça crée des débats. Mais selon le dictionnaire, on peut encore dire Madame le ministre en France. Vous prenez des mots comme ingénieur ou professeur. Chez nous, c'est clairement ingénieur, professeur. Il y a quelques années, je devais publier un article en France et on avait dit professeur R, Nadine Vincent professeur R, et ma seule réponse a été vous écrivez professeur je suis québécoise. Donc je n'ai pas commencé à débattre sur est-ce que on peut le mettre au féminin ou non, c'est mon identité québécoise, donc moi je mets professeur donc on voit bien dans les dictionnaires que cette distinction est indiquée. Des mots comme avocat, avocate, jamais chez nous, on appellerait une femme un avocat. Mais en France, le Robert nous écrit en remarque, si le féminin avocate est désormais courant, on dit aussi avocat en parlant d'une femme. Donc, c'est un changement qui est plus long à faire en France, mais qui s'est fait très spontanément ici. Bon, et pour terminer, je vous montre deux petits exemples lexicaux. Comment est-ce que vous m'appelez, comment vous appelez ce liquide désaltérant en Europe et au Québec? Eh bien, dans les dictionnaires français, on dit que c'est de la citronnade parce que le mot limonade est vieux. Vieux ou régional, on nous indique Canada, Louisiane, Haïti. Alors, un Québécois ouvre le Robert et se demande s'il aime mieux être vieux ou régional, mais son emploi est visiblement marqué. Et on nous dit que moderne, c'est une boisson gazeuse. Nous, cette boisson gazeuse, on l'appelle par sa marque, 7-Up, Sprite, mais on l'appelle pas limonade. Et quand on regarde le mot citronnade, il n'y a aucune marque. On n'indique pas que c'est propre à la France. On fait comme si c'était le mot courant dans toute la francophonie, alors que chez nous, on indique que le mot limonade est propre au Québec. On indique que en France, le mot limonade veut dire autre chose. Et on indique que le mot citronnade est propre à la France. Et je vous signale la remarque sous le mot 1 de limonade, cet emploi est vieilli en France parce qu'avant, la limonade
en France, c'était aussi la boisson rafraîchissante non gazéifiée. Donc, nous, on a toujours vécu avec ce mot-là. Les Français ont changé, mais on a besoin d'avoir un dictionnaire où nos usages sont traités comme normaux et ne sont pas toujours marqués comme étant différents, étranges et non courants. Et on a besoin de savoir que la citronnade, c'est propre à la France, c'est pas un usage québécois. Dernier exemple, est-ce qu'on dit du yaourt, du yogourt et du yogourt ou du yogourt? Je sais bien que j'ai des complices parmi vous. Alors, cette pauvre petite fille ne pourra pas manger tant qu'on lui dira pas ce qu'elle mange. Dans les dictionnaires français, c'est bien sûr yaourt qui apparaît en premier. Et dans le dictionnaire Usito, donc le dictionnaire québécois auquel j'ai contribué, c'est le mot yogourt, prononcé yogourt et non yogourt. Et c'est très important le mot qu'on met en vedette parce que c'est le mot qui va être employé partout ailleurs dans le dictionnaire. Donc, si on veut que les gens se reconnaissent dans ce miroir qu'on leur tend et qui est un dictionnaire, il faut que ce soit leur mot qui soit indiqué en vedette. Alors, je termine avec deux vieilles publicités d'Usito, mais qui sont encore très bonnes. Parce qu'ici, on joue au hockey avec un bâton et une rondelle et non avec une crosse et un palet. Parce qu'ici, on frotte les casseroles avec une laine d'acier et non avec une paille de fer. Donc, ce sont plein de distinctions propres au Québec. Alors, quand vous aurez 2 minutes, je vous recommande de consulter le dictionnaire Usito, qui est gratuit et en ligne, et dont je vous reparlerai l'autre fois. Et je vous remercie pour